Ce qui est drôle, c'est que Pierre avait écrit Ma petite entreprise en pensant à Vincent dans son rôle, à Rochdy dans son rôle, et à moi dans ce rôle-là. Et quand j'ai lu, il m'a présenté le film comme ça, le scénario, en me disant, voilà, j'ai vraiment écrit en pensant à toi. Et quand j'ai lu le scénario, où je jouais dans le personnage le plus lâche, le plus veule, le plus terrible qui soit, j'ai dit, mais t'as pensé vraiment à moi pour ce truc-là. Et oui. Et il dit, tu verras, tu seras formidable dedans. Et alors c'est vrai que ça a été un rôle en plus qui a été très marquant pour moi, parce que j'ai eu le César du second rôle avec ça, et ce qui fait que j'ai pu faire 70 films après. Est-ce que les Césars, c'est important, ou est-ce que c'est un... Écoutez, pour moi, ça a été important, parce que... Est-ce qu'on l'attend vraiment avec une... Ah non, moi je n'attendais pas avec... Ah non, je n'attendais pas avec impatience. Et le fait que je l'ai eu, c'est vrai que ça m'a... ça a fait que du jour au lendemain, j'ai eu 5-6 scénarios par mois, alors que j'avais 5 scénarios par an. Moi, il se trouve que j'avais travaillé avec Stéphane Guérin-Tillier comme comédien. On avait fait un film qui est assez naze d'ailleurs, qui s'appelait HS. On s'était rencontrés sur ce film, on a beaucoup sympathisé. C'est quelqu'un de très, très brillant et intelligent. Et j'avais fait son court-métrage, qui s'appelait Requiem, et dont est tirée la scène dans le film où Le tout début, c'est quand je demande au type de me tuer. Et donc c'était un court-métrage en noir et blanc. Et à partir du moment où il a écrit le scénario en long, quand il me l'a proposé, j'ai dit oui, parce que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire le court-métrage. Après, effectivement, comme moi, j'avais jamais joué de personnage noir, aussi noir que ça, je trouvais ça intéressant justement de faire autre chose que les lâches de service que je faisais depuis 4-5 ans. Quand je joue un rôle important, j'ai besoin vraiment d'être le personnage dans la vie. Donc, j'ai besoin d'être ce personnage-là 24 heures sur 24. Donc, c'est vrai que c'est terrible parce que je me suis séparé de la femme avec qui je vivais depuis 15 ans à ce moment-là, juste avant le tournage. Et j'ai vécu... je me suis mis en état de dépression tout seul, quoi. Des fois, par exemple, j'avais joué une pièce où je devais avoir l'accent de Marseille. Heureusement, c'était une pièce qui était uniquement pour France 2, donc on l'avait fait l'année dernière. Et pendant un mois de répétition, j'avais tout le temps l'accent de Marseille. Tout le temps. Oui, mais pardon, mais si vous avez un jour à interpréter un toxicomane, alors... Ah non, mais... Eh ben, je filmerais des gros pets à longueur de journée. Mais j'irais pas jusqu'à me shooter, mais je... Oui, non, mais voilà, parce qu'il y a un moment, il y a ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une limite, il y a une... Bien sûr, voilà. Oui, mais voilà, par exemple, quand j'ai fait le bureau, alors évidemment, il y a une limite, évidemment. Ouais. Sur un toxicomane, je vais pas m'y mettre pour le plaisir de ça, mais je vais me mettre dans des états, je suis sûr que je vais des équivalences. Oui, je me mettrais minable. C'est-à-dire, moi, j'essaye... j'essaie d'être le plus comédien possible, c'est-à-dire je joue le rôle, mais je joue comme un enfant joue à être Zorro quand il est Zorro, etc. Donc c'est vraiment que du jeu, du pur jeu. Mais en même temps, j'ai besoin, à un moment donné de ma carrière, enfin, quand j'ai décidé d'être comédien, pendant 2 ans, j'étais au théâtre tout le temps, hein, j'ai tout le temps fait du théâtre, mais pendant 2 ans, quand j'allais chez le boucher, je regardais le boucher faire, je regardais tous les tics, pareil chez le charcutier, je regardais les gens, je me mettais à la terrasse de café, je restais pendant des heures et des heures à regarder les gens. Et toutes les sensations que je faisais, j'avais demandé au boucher si je pouvais venir travailler comme ça avec lui pendant une semaine, pareil avec le charcutier, le boulanger, en me disant si jamais je dois travailler un jour, faire un boucher, je saurais un petit peu comment ça se passe. Et c'est un boulot que j'ai fait vraiment à 20 ans. Et tout ce que j'ai fait à cette époque-là, ça me permet maintenant d'être assez à l'aise avec n'importe quel rôle qu'on me propose. Et vous me parliez tout à l'heure de si je devais jouer un toxicomane, j'ai tâté de l'héros, de la coke, etc. Je sais ce que ça fait. Mais dans ce but-là. Oui,
Je dois dire que j'adore travailler avec les directeurs d'acteurs parce que c'est là où j'ai vraiment l'impression de faire mon travail et de monter dans le jeu. Je me souviens par exemple de Fred, quand j'avais fait Fred de Pierre Jolivet, qui a été mon premier vraiment rôle intéressant avec lui. On faisait 5 prises, et dans les 5 prises, il me demandait à chaque fois un truc en plus, et puis à un moment donné, je le sentais en jouant à la 5e prise que c'était celle-là qui était bien, quoi. Après, sur un plateau, il y a 3 sortes de metteurs en scène. Il y a celui qui est directeur d'acteur, ce qui est souvent le cas avec les comédiens qui passent derrière le... Guillaume Canet, par exemple. Donc Guillaume Canet, par exemple, Stéphane, Guérin-Tillier, donc le réalisateur d'Eddie, Pierre Jolivet, voilà, ça, Nicole Garcia, ça sont des gens qui vous dirigent et qui vous emmènent très très loin, très haut dans la direction et donc dans le jeu. Et puis vous avez des metteurs en scène qui sont très techniciens, donc quelqu'un comme Chabrol, qui sait exactement où il va mettre sa caméra, etc., qui improvise beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui, depuis 20 ans, ne fait plus un repérage, donc il découvre le lieu en même temps que les acteurs, ce qui est rare, mais enfin, il faut le dire. Vous avez des metteurs en scène qui vous mâchent le travail en disant, n'oublie pas que, voilà, juste avant, tu as fait ci, et juste après, tu feras ça, etc. Et donc, qui vous encadrent tout le temps. Avec Claude, c'est pas le cas. Claude, c'est vraiment quelqu'un qui vous laisse... Et après, d'ailleurs, je lui ai demandé, je lui ai dit, après le 2e film qu'on a fait ensemble, donc j'avais fait L'ivresse du pouvoir et La fille coupée en 2, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne dis jamais rien? Tu ne diras jamais rien à un acteur? Il me dit, si. Ça m'est arrivé de dire à un acteur que ça n'allait pas, mais comme je me dis qu'un acteur est paranoïaque, et je suis sûr que tous les acteurs sont paranoïaques, donc je lui dis le lendemain. Je lui dis le lendemain, je lui dis, je pense qu'hier, tu vois, tu aurais dû faire ci, ça. Est-ce que tu veux le refaire? Alors soit l'acteur dit oui, soit l'acteur dit non. Et puis vous avez ceux qui ne connaissent strictement rien. Ça m'est arrivé l'année dernière, où là, le metteur en scène ne sait pas où mettre sa caméra. Ça, c'est souvent les auteurs. Donc lui, c'était un scénariste. Enfin, il avait quand même fait l'IDEC, donc comme quoi. Ça ne veut rien dire. Oui, enfin, oui, c'est vrai, mais c'était la dernière promotion, c'est peut-être lui. Et c'est donc un type qui s'appelle Pascal Laetier, et qui avait fait après pas mal de pubs, un type très très brillant intellectuellement, mais qui ne nous a pas dit un mot. C'est-à-dire que lui, il était content parce que voilà, il y avait une caméra, c'est le chef-op qui a décidé de tous les plans, c'est nous qui avons décidé de la façon de jouer, mais à un moment donné, on s'est concerté entre acteurs pour se dire... C'est autogéré. Oui, mais vraiment, c'était la première fois que ça m'arrivait. Où là, vraiment, il y avait rien, quoi. C'est-à-dire qu'on a senti que devant, il n'y avait absolument personne. Qu'est-ce que vous pensez justement des metteurs en scène qui ne bougent pas du combo? Certains acteurs refusent de jouer dans ces conditions-là en disant que c'est pas possible et qu'ils aiment bien quand même qu'il y ait un peu plus de proximité. Écoutez, la première fois, avant le combo n'existait pas, moi, la première fois que j'ai vu du combo, c'était en 89, c'était Louis Malle, c'était dans Milou en mai, et c'était la première fois où je voyais un combo, et lui était derrière son combo, et on a vu cet instrument-là, puis on s'est dit, bah oui, effectivement, il voit ce que voit la caméra. Donc comme j'étais, c'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup, moi j'ai aucun souci avec un... Maintenant, justement, j'ai des soucis avec des metteurs en scène qui sont à 1 mètre de vous. Qu'est-ce qu'il fait du bruit, il est là? Alors que j'ai commencé comme ça, avec des metteurs en scène qui étaient très proches, mais tout à coup, ça devient gênant parce que on a l'impression que, je sais pas, on vous juge encore plus. J'ai l'impression que vers le combo, on ne vous juge pas, puisque c'est grosso modo, ce qu'il y a à l'écran. Ouais, je préfère maintenant les gens qui sont au combo. Au départ, ça me gênait, parce qu'effectivement, c'est dans une autre pièce, c'était loin. Puis maintenant, mais de toute façon, encore une fois, il y a soit des bons metteurs en scène, soit des mauvais, quoi. Moi, je sais que plusieurs fois, par exemple avec Pierre Jolivet, avant que le combo n'arrive, on a dû interrompre des scènes parce qu'il avait un fou rire. Et souvent, ça se passe, on entend.
Mais quand le combo est derrière, on entend un vague rire, et puis bon, c'est très moteur. Quand c'est juste à côté, là, c'est embêtant, parce qu'on est obligé d'arrêter la scène. Quelqu'un comme Claude Lelouch ne tourne maintenant pratiquement plus qu'avec 2 caméras parce qu'il dit que justement ça lui permet de ne pas se faire de champ contre champ et de ne pas casser l'énergie du comédien lorsqu'il est dans une scène avec un autre et on se débrouille, tant pis un peu pour la lumière, mais enfin on se débrouille pour qu'effectivement l'énergie y soit. Alors que dans le champ contre champ, on dit une phrase, poc, on coupe, on attend 10 minutes, enfin bon, on passe à l'autre. Est-ce que vous êtes sensible à ce genre de choses pendant le tournage? Oui, 2 caméras, c'est formidable parce qu'effectivement, on n'a plus ce problème-là. Si l'acteur en face se plante, c'est son problème, c'est plus le... Et à un moment donné, quand on sait qu'on en a... Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de jouer avec 2 caméras. À un moment donné, quand on sait que l'autre a besoin de plus, soit on est bon camarade et on continue, soit on est mauvais camarade et à la 3e, on sait qu'on a tout bon, donc on arrête. Mais même, c'est souvent le metteur en scène qui, de toute façon, il ne tournera pas pour toi. Donc, après, quand l'autre est vraiment chiant en face, alors là, à la 5e, on dit le texte comme une script, quoi. Les stars américaines, voilà, sont des stars internationales, quoi. Je me rends compte, moi, je suis très loin d'être une star internationale, mais j'ai fait transporteur. 1, 2, 3. Transporteur 1, 2, 3. Voilà. Et, on a reçu Mégaton. Oui, Mégaton est venu. Et donc, il y a 2 ans, je vais au Rajasthan, et puis, dans un hôtel, tout à coup, il y a des réceptionnistes. Your actor? Yes. Alors, je ne comprenais pas, je savais, you play transporteur? Moi, je pensais que c'était les choristes, et non, c'était transporteur. Et après, c'est marrant, je suis en Afrique du Sud, mais pas en tant que comédien, je prenais simplement les vacances. Et à chaque fois, je me suis retrouvé avec des gens qui me demandaient si j'étais acteur, et à chaque fois, c'était le transporteur. Donc moi, à mon petit niveau, parce que c'est vraiment des rôles qui n'ont aucun intérêt, tout d'un coup, j'ai compris ce que c'était que tourner un film en anglais, un film, même si ce sont des films français, mais ce sont des films qui sont considérés comme des films américains pour les étrangers. Il y a des stars aux États-Unis parce qu'il y a les films américains, les grands studios vendent dans le monde entier. Et à partir de là, chaque film rapporte beaucoup d'argent. Par exemple, Woody Allen, bon, c'est vrai qu'un film de Woody Allen n'a pas une grosse carrière aux États-Unis, mais les films de Woody Allen font une grosse carrière en Europe, et c'est ce qui lui permet de continuer à faire un film par an. Le dernier Woody Allen, on aime ou non, c'est un film d'auteur, ça reste. Voilà, Woody Allen est un auteur, et je trouve qu'il a même aux États-Unis, alors bon, là aux États-Unis, c'est pour d'autres raisons, ils y sont plus allés peut-être pour le duo féminin, voire le trio féminin. Mais c'est important pour ce type de réalisateur, vous l'avez souligné tout à l'heure François très justement aussi, quelqu'un qui a du mal à faire des films, qui a du mal à monter ses films. Je veux dire, il est allé le faire en Espagne, il l'avoue quand même, parce que c'est le seul pays qui a accepté. Voilà. Il espère faire son prochain de nouveau en France, à Paris. Mais quand on sait à quel point il est difficile d'obtenir ne serait-ce qu'une autorisation de tournage à Paris. Pas pour Woody Allen. Pas pour Woody Allen, c'est vrai, vous avez raison. Ça va se faire, il n'y aura pas de problème, et puis il sera produit par Cela dit, s'il y a des cinéastes qui ont des difficultés, Woody Allen est un métronome. Depuis 1969, il tourne un film tous les ans, qui vente ou qui neige. Donc, et personne... je pense que beaucoup de cinéastes aimeraient avoir ces difficultés. Oui, et personne ne dit jamais on voit trop Woody Allen. En revanche, c'est marrant ça. Ah oui, mais il n'a pas fait 200 films. C'est vrai. Non, il a 40, enfin ouais, il a 40, plus 69 quoi. Si vous êtes metteur en scène, ce que j'espère que vous allez être tous, vous allez être confronté à un moment donné à une chaîne de télé qui va vous dire bah non, pas cet acteur-là, parce que non, je ne le connais pas, etc. Et donc vous retrouvez toujours les mêmes acteurs en France, ce qui n'est pas le cas des Américains, puisque eux arrivent à avoir une structure de production où ils mettent un peu plus leur argent, où les banques font confiance. Enfin bon. Et c'est comme ça qu'on découvre sans arrêt de nouveaux talents. En France, ces comédiens-là existent. Il y a des comédiens extraordinaires qui ont 50, 60 ans, que personne ne connaît, et qui sont absolument géniaux. Mais voilà, le premier film de Duperron, c'était très mal placé. Pour une rencontre. Deneuve et Depardieu l'avaient viré du plateau. L'avaient viré du plateau. Ouais. Lui, au départ, voulait sa femme et un acteur qui n'était pas connu. Et puis, le scénario est arrivé chez Armédia. Depardieu l'a lu. Il a appelé Deneuve.
sans prévenir Duperron. On dit, j'ai un rôle pour toi. Boum, elle l'a lu, ouais d'accord. Et sans que le metteur en scène le sache, il avait ces 2 acteurs principaux dont il ne voulait pas. C'était son premier film. Et c'est son premier film. Qui a marché en plus. Et qui a marché, oui. Et c'était extraordinaire parce qu'à un moment donné, il y a Bertrand de Labbé, je pense, d'un média qui appelle François Duperron, qui lui dit, ben voilà, votre film se fait. Ah bon? Oui, c'est avec Depardieu et Catherine Deneuve. Et je sais que Duperron m'avait dit, mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, ça c'est génial, le film se fait. Et puis j'ai raccroché et j'ai dit, mais je ne veux pas de Deneuve et de Depardieu, c'est pas mon film. Et puis sa femme, qui devait jouer le rôle, lui a dit, mais attends, si tu peux le faire, tu le fais. Voilà, c'est ton premier film, tu auras Deneuve et Depardieu, c'est pas rien quand même. Et donc il l'a fait, et ça a été une catastrophe parce que il n'avait pas le droit de parler aux acteurs, et donc il était dans une caravane, et il donnait ses indications au premier assistant qui les donnait. Oui, il a vécu un enfer. Et sans jugement de valeur sur les choristes, ce film a été une catastrophe du début jusqu'à la fin au niveau du tournage. Il y avait des grèves des comédiens, c'était la canicule, c'était des mômes, 70 mômes épouvantables à gérer. Et un metteur en scène, un chef-op qui a été remplacé au bout de 10 jours, 2 semaines de tournage. Des comédiens qui ont été remplacés, il y a 4 comédiens qui ont été remplacés. Donc tout le tournage s'est passé vraiment de manière épouvantable. Et puis voilà, ça a fait un succès. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, peu importe, mais ça a fait un succès. Et personne n'y croyait. Et surtout pas Junio et moi. On s'est dit, si on a autre chose à faire, on fera autre chose. Bon bah voilà. Bien, merci infiniment. Merci à vous.